Ils sont manipulateurs, malins et même cruels parfois. Nous avons traité hier de la première partie du sujet concernant les pervers narcissiques lors du témoignage de Sarah qui était venue se confier à nous ici même. Et aujourd'hui, pour lui répondre et pour vous donner plus de précisions, l'avis d'une spécialiste que vous connaissez déjà, notre intervenante psychothérapeute de Jérusalem, Myriam Ben-Simon. Bonjour Myriam. Bonjour, bonjour Thibaut. Voilà, eh bien, écoute, tu t'es déplacée cette fois-ci, donc je suis très heureux de t'accueillir ici. Nous allons traiter aujourd'hui de ce sujet très délicat, bien que nous ayons le sourire. Eh bien, ce sujet est vraiment très grave, puisque beaucoup de femmes en sont victimes. Il y a aussi également des hommes qui subissent ce problème-là. Mais plus généralement, c'est les femmes, et notre communauté, malheureusement, n'est pas épargnée. Donc toutes ces femmes aimeraient aujourd'hui avoir des réponses concrètes de ta part concernant ces conjoints avec qui parfois elles ne sont pas mariées, donc il est temps de partir, mais elles n'y arrivent pas. Et parfois elles sont déjà mariées, elles ont des enfants, et il y a les enfants au milieu. Donc que faire? Alors déjà j'aimerais pouvoir savoir, pour toi, quelle est la définition du pervers narcissique? Alors le pervers narcissique, en réalité, c'est un terme aujourd'hui qui est devenu quand même très à la mode. Il ne faut pas non plus tout de suite diagnostiquer dès que le mari ou le conjoint se comporte mal ce jour-là, ou plusieurs jours d'affilée même, ça y est, c'est un pervers narcissique. On peut avoir aussi un sale caractère, je plaisante, mais dans le sens, on peut aussi avoir des traits de caractère pas très faciles. Maintenant, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a un ego démesuré. Il est assoiffé de reconnaissance et il cherche en fait à maîtriser émotionnellement son entourage pour pouvoir mieux exister. Parce que de lui-même, il n'existe pas, en fait. Il a besoin de dévaloriser pour se sentir toujours plus grand, plus haut, et toujours rabaisser les autres parce qu'il a très très peur, en fait, que quelqu'un puisse le dépasser. Est-ce que généralement, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes dans son enfance? Généralement, c'est tout à fait ça. Donc, bien sûr que établir une règle générale pour tous les gens atteints de, si on peut appeler ce syndrome ou ce trouble de la personnalité, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'on remarque quand même que, effectivement, ils ont en général eu une enfance où ils ne se sont pas sentis aimés, ils ne se sont pas sentis valorisés. Il y a eu un abus émotionnel au niveau de l'enfance, mais on ne peut pas établir de règles. Après, chacun avec son histoire, c'est au cas par cas. Alors on me dit que ce monsieur, c'est un peu en général au départ le monsieur tout le monde, et c'est même quelqu'un qui est très apprécié dans son entourage. Tout à fait. On se dit, mais les gens disent après, mais elle est complètement cinglée, cette femme, elle a un mari extraordinaire, on le voit à la synagogue, il est aimé de tous. Exactement. C'est ça le piège, c'est ça le drame de cette histoire, c'est qu'en fait, d'abord il est très très déstabilisant, parce qu'en public, c'est un ange. Et il sait exactement, en fait c'est comme s'il sentait les gens, il sait exactement comment parler à qui. Il a cette capacité de ressentir les personnes, de ressentir l'émotionnel de chacun, presque. Et donc il sait exactement comment se comporter, il sait être agréable. Mais c'est toujours en fait, pourquoi on dit le pervers narcissique? Alors j'ai expliqué narcissique, mais en fait le mot pervers, c'est aussi qu'il utilise les gens à son avantage. À son avantage, voilà. C'est-à-dire que c'est comme les gens sont des choses, sont des objets. Ce ne sont pas il les utilise, c'est vraiment un outil. Donc pour lui, c'est comme un jeu d'échecs, c'est des pions, les gens. Voilà. Il en fait ce qu'il veut. C'est à peu près ça. Voilà, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de scrupules comme quelqu'un de normalement constitué au niveau de sa structure mentale pourrait ressentir. Il n'y en a pas. Il peut blesser et ressentir aucune culpabilité. C'est comme une femme, souvent elle me raconte, les femmes, les hommes, mais c'est vrai que les hommes sont plus touchés en général par ce trouble-là. Elle me raconte, mais je comprends pas, j'étais en train de pleurer à chaudes larmes devant lui, et il était en train de jouer avec tiens, on en parlait de l'autre fois, son téléphone, sans réaction. Complètement insensible. Complètement insensible, c'est-à-dire que je lui dis, mais je peux crever devant toi, ça va rien changer. Si je te dis la réponse, elle est effrayante. Il répond, crève, qu'est-ce que ça me fait? Tu vois, c'est presque du paranormal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. C'est complètement imperméable. Mais la comédie est très bien jouée. C'est pour ça qu'on dit, mais pourquoi ces femmes tombent dans leurs bras, quoi? C'est-à-dire que bon, là, quand on en parle comme ça, on a l'impression d'avoir un monstre en face de nous. Mais en réalité, ils savent très très bien jouer la comédie. Ils sont très manipulateurs. Donc, comment on s'y prend pour être manipulateur? D'abord, savoir comprendre l'autre, savoir se mettre à sa place. En fait, il prend l'emprise des émotions de l'autre.
Donc, comment il va s'y prendre? D'abord, il va être très charmant. Et très souvent, d'ailleurs, ils sont très sympathiques, ils sont souvent très beaux aussi, enfin, ou ils ont un physique agréable au moins. Ils savent comprendre l'autre, ils savent parler, ils savent faire des blagues. Au niveau social, il n'y a pas de problème. C'est quand on va rentrer dans la relation qu'on va sentir qu'il commence à avoir un malaise. Et au fur et à mesure, il y a une tension qui va s'installer. Ça va être une tension très présente et perpétuelle. On va avoir peur de parler, on va avoir peur de réagir. Chaque chose qu'on va vouloir dire, on va réfléchir 107 ans avant de le dire. Et donc, ça va créer chez l'autre personne un sentiment d'abord, elle est complètement cassée de l'intérieur, elle a l'impression qu'elle n'existe plus et que chaque chose qu'elle dit, qu'elle fait est remise en question, donc elle est en tort. Donc ce qu'elle fait est mal, donc elle est une mauvaise personne, et c'est elle le problème, c'est pas l'autre, c'est elle. Parce qu'elle se sent à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle est critiquée, elle est rejetée, elle est rabaissée. Donc et même plusieurs me disent, mais regardez là, j'ai essayé de faire un beau Shabbat, j'ai essayé de faire une belle table, je me suis dit, il va être content, il va me faire un sourire. Pour un sourire, on ne parle même pas de, je sais pas moi, un mot gentil ou un sourire. Eh ben non, il a vu la table que j'ai posée et il a sorti des atrocités. Il y en a même qui vont au geste, il a tout jeté par terre, il y en a, enfin, après il y a des degrés. Qui cassent tout, hein. Ah oui, voilà, il y en a qui cassent tout. En fait, en réalité, on arrive à un stade en fait complètement paradoxal. C'est-à-dire que, voilà, elle a fait une table par exemple, pour prendre cet exemple, elle a fait une table merveilleuse, elle se dit, ben logique, je vais avoir un petit peu d'abord de joie dans ma famille, dans ma maison, et puis je vais aussi ressentir qu'il est content, qu'il est satisfait. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il va voir en fait? Lui, comment il a la structure mentale qui est complètement à l'inverse de la normale. Donc lui, ce qu'il voit, c'est, elle a bien fait. Mais elle n'a pas le droit de bien faire parce qu'en fait, elle me montre ce que moi, je ne suis pas. Parce que moi, j'ai peur qu'on me monte dessus, en fait. Je veux maîtriser, comme je t'ai dit au début. Donc, au fond du même, il pense qu'elle a bien fait dans son fort intérieur, oui. Mais... il se sent menacé, voilà. Mais donc, il ne lui dit pas. Non, ça fait partie donc d'une stratégie visant à la rabaisser, à la dénigrer. À détruire. En fait, tout ce qu'elle va chercher à construire, enfin, elle ou lui, hein, on parle au féminin, là, mais tout ce que la personne, on va dire saine, va chercher à construire, il a un schéma intérieur qui va le pousser à détruire. Tout le temps. Il le fait exprès? C'est sa nature ou bien c'est quelqu'un qui est... Difficile à dire ça. Parce que tu as toutes sortes de cas de figure, mais il y en a, tu as l'impression que c'est naturel. C'est en fait c'est un schéma intérieur qui les pousse à réagir comme ça. Par contre, ils ont des instants de lucidité pour beaucoup. Et tu as presque l'impression vraiment qu'il revient à quelqu'un de complètement sain d'esprit. Et il va dire à son conjoint, sa conjointe, je te fais du mal, je m'en veux, j'ai envie je sais pas, de me faire du mal à moi parce que je suis mauvais avec toi. Et tu ne mérites pas. Il devient touchant. Exactement. Et il le pense sincèrement à ce moment-là. Jusqu'à que sa nature reprenne le dessus quelque part. Et donc, du coup, il revient à sa nature propre et donc c'est l'enfer qui recommence. Mais en attendant, qu'est-ce que ressent l'autre? Il se dit, mais c'est merveilleux, il a compris. Enfin, j'ai une réponse. Après toutes ces souffrances que j'ai vécues, c'est légitime qu'un humain se dise ça. Je veux dire, humainement parlant, on se dit toujours que quand on donne des efforts, on va recevoir un résultat. Donc au bout d'un moment, ça y est, je le tiens, il a compris, on va y arriver, on va construire, ça va marcher. Et donc on est reparti pour peut-être encore quelques mois de souffrance parce que finalement, lui, il revient à sa nature propre et on recommence. Et la personne en face va s'accrocher à cet espoir-là. D'accord. Alors souvent, moi j'ai eu des témoignages de personnes qui se sont confiées à moi lorsqu'elles m'écrivaient. Tu sais que j'ai quand même reçu, je reçois quand même pas mal de messages, bien que je ne sois pas spécialiste, mais j'essaie de leur remonter le moral. Bravo. Voilà, merci beaucoup. Et donc, elles me disent toutes quelque chose. Tu sais, on a eu son ex, ou j'ai connu son ex, ou son ex-femme, ou son ex-copine, ou deux autres ex. Et elles m'ont raconté leur calvaire. Mais malgré cela, elles n'arrivent pas à se défaire. Elles sont prévenues. Elles n'y arrivent pas, elles n'y parviennent pas. Alors qu'est-ce qui fait que malgré ces témoignages, on continue, on poursuit dans ce chemin avec cet individu odieux? Alors ce qu'il y a, c'est que, on va parler au masculin, mais ça s'adapte aussi aux femmes, d'accord? C'est plus facile pour moi pour expliquer. Quand un homme se comporte comme ça, on peut être prévenu. C'est-à-dire que notre tête, notre raison a compris. Il est mauvais. Ça peut être au milieu de la relation, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, il ne faut pas oublier, c'est qu'au début, il a mis les bouchées doubles pour nous prendre dans son, entre guillemets, dans son piège. Dans sa toile d'araignée. Dans sa toile d'araignée, voilà. Il a vraiment travaillé fort, donc on est attaché.
On est attaché, on est sensible, on a vu qu'il a été capable de nous comprendre, qu'il a été capable de nous écouter, qu'il a été capable de nous offrir tout ce qu'on aimait et vraiment d'être attentionné comme personne ne l'a jamais été. Donc on se dit toujours qu'on va revenir à ça. Déjà, il y a cette première chose. On est attaché. Quand on est attaché émotionnellement, même si la raison le comprend, c'est très difficile parce qu'il joue avec notre émotion. Donc, ça crée une dépendance affective. Donc même si elle a envie de se détacher, elle se dit « je vais partir, je ne peux plus ». D'abord, comme je t'ai dit, il y a ce jeu, il fait la pluie et le beau temps. Donc déjà, elle n'y arrive pas à cause de cela. Et en plus, elle se dit toujours, ça va, je vois sa capacité, je vois son potentiel, on peut le sortir de là, je vais l'aider, je l'aime, j'en suis capable. Donc elle se croit vraiment capable de. Bon, c'est vrai que c'est tentant. Parce qu'effectivement, comme je t'ai dit, c'est souvent quelqu'un d'agréable, de sympathique. Et puis quand on le voit en communauté, il est tellement merveilleux. On a envie d'y croire. On a envie de le voir vraiment comme ça, même à la maison. On se dit qu'il pourrait être avec nous, comme avec les gens qui le fréquentent, qui le côtoient, puisque même au travail, en général, ils sont très brillants. Ils sont félicités dans le milieu professionnel. Exactement. Alors, ça dépend. Parce qu'effectivement, il y a aussi des... Si c'est un travail qui donne de la reconnaissance, ça va. Si c'est un travail qui demande trop d'efforts, et pas toujours la reconnaissance, comme tu sais, quand on travaille, faut travailler un moment, et puis après, on a la reconnaissance, après, on a les résultats. Ça, il n'est pas capable de donner à ce point-là des efforts sur la longue durée, tu vois. Par exemple, les métiers de commerciaux, où il faut beaucoup briller, il faut énormément parler, bien passer, donc charmer, en fait, son client, ça peut fonctionner. Mais un travail qui va demander des efforts, il va pas. Beaucoup de femmes m'ont dit, mais même un travail, il n'est pas capable de le garder. Il est instable, même là, tu vois. Il y a pas de, on comprend pas quoi. Ça veut dire qu'il est capable. Il a fait des études, par exemple. Des fois, ils sont brillants au niveau des études. D'abord, ils vont toujours choisir des métiers comme avocat. Enfin, tu sais, il y a de la reconnaissance. Je brille, j'existe, tu vois. Mais finalement, quand il faut. Au départ, comme dans tout travail, au départ on donne et puis après on reçoit. Et puis au début on est en bas de l'échelle et puis être en bas de l'échelle c'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors moi j'ai même une jeune femme qui m'a écrit pas plus tard qu'avant-hier, avec qui j'ai pu bavarder, et qui est mariée, hein, et qui me dit mais dis-moi Stivo, moi j'aimerais peut-être trouver une solution intermédiaire. Et pourquoi j'essaierais pas de faire moi une thérapie pour me blinder et apprendre finalement à le supporter puisque je n'arrive pas à le quitter. Alors est-ce que ça c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est une très bonne question parce qu'en réalité, souvent dans un couple, comme j'avais dit aussi l'autre fois, quand il y en a un des deux qui fait un changement, alors ça influence les deux. Puisque un couple, c'est quoi? C'est une interaction entre deux personnes. Maintenant l'histoire, c'est que c'est bien, ça veut dire effectivement il y a besoin d'une thérapie. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a une dépendance affective qui s'est créée et c'est pas sain. D'accord? C'est une relation toxique. Donc, la personne qui est victime de cette relation, en fait, elle se sent complètement rabaissée, elle se remet en question sans arrêt, elle pleure tous les jours, elle comprend pas comment elle peut continuer, elle sait plus comment l'aider, elle est complètement perdue et troublée. Donc, évidemment que ça va l'aider d'aller consulter quelqu'un pour déjà ne serait-ce que reprendre confiance en elle. Parce qu'il travaille très dur pour casser cette confiance en elle. Mais certainement pas pour se blinder et continuer dans cette relation. Voilà. Alors, exactement. C'est-à-dire que se blinder et continuer, en réalité, une fois qu'elle aura repris confiance en elle, une fois qu'elle-même, elle sera reconstruite, parce que là, il a travaillé dur pour la détruire, une fois qu'elle-même, elle sera revenue à elle, elle va avoir les yeux, comme on dit, en face des trous, et là, elle sera capable de voir ce qui lui fait subir, qui n'est vraiment pas normal. En fait, ça va l'aider aussi à se détacher. Puisque là, pourquoi il la tient comme ça? Parce qu'elle n'a plus confiance en elle, elle n'est plus rien dans sa tête. Sans arrêt, elle est rabaissée, donc elle a peur de parler, elle ne sait plus garder une place même dans un travail parce qu'elle a peur de faire une erreur tout le temps. Tu vois? Donc là, si elle reprend confiance en elle, forcément qu'elle aura moins besoin de lui, parce qu'elle a besoin de lui en fait pour toujours s'évaluer. Mais alors, faut-il aller la faire, cette thérapie? Parce que dans le témoignage de Sarah qui était venue hier, elle me disait... j'ai demandé à aller voir un psy, et donc lui a été au courant de cette démarche et lui a dit espèce de folle, c'est toi la folle, tu n'as pas à aller voir un psy, pourquoi tu vas aller te plaindre, avec des insultes bien sûr assorties de beaucoup d'insultes, et donc elle a fini par se rendre chez ce psy sans rien lui raconter, elle lui a raconté des bêtises, et donc elle n'a pas du tout parlé de ce sujet, elle s'est rendue, mais elle a complètement occulté le sujet. Voilà, mais alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il s'est senti menacé.
D'accord, d'abord, il faut le savoir que eux, les pervers narcissiques, n'iront jamais voir un psy. En général, c'est vraiment... il y a toujours des exceptions. Mais en principe, ils ne vont pas voir parce qu'ils sont sûrs qu'eux n'ont pas de problème. Le problème est chez l'autre. C'est la personne qui vit avec, qui en est victime, qui se dit au bout d'un moment, mais attends, c'est pas possible, il y a un problème. Mais lui, il est persuadé que tout va bien chez lui, il n'ira jamais voir, c'est bien trop rabaissant. Tu comprends? Donc forcément, maintenant, quand elle te dit, je vais voir un psy, enfin, elle dit ça à son conjoint, lui, il se sent menacé. Il faut surtout pas qu'elle revienne à elle. C'est un danger. Pourquoi il la casse comme ça? Parce qu'en réalité, il n'a pas été valorisé. Lui, il n'est pas, même s'il a un ego démesuré, au fond, il ne s'aime pas profondément. Donc il se dit toujours elle va découvrir qui il est, et là c'est fini, elle va le quitter. Mais lui, il a besoin d'elle. Il a besoin parce qu'il a besoin de maîtriser pour exister. S'il n'a pas parce que c'est des objets dans ses mains, ça devient des objets, on n'est plus des gens, on est des objets. S'il n'a pas des objets à maîtriser, il n'est plus rien. Tu vois? Donc il ne faut surtout pas qu'elle la quitte. Et un psy, ça représente un danger. Ça veut dire qu'elle va aller se construire, qu'elle va reprendre des forces, il ne faut pas. C'est clairement une menace. Alors, quand tu as parlé de quitter, je voudrais qu'on aborde ce sujet. Généralement, les pervers narcissiques, au milieu de la relation, quittent leur partenaire, c'est-à-dire quittent le domicile pendant X temps. Des fois, ça peut durer un jour, des fois une semaine, des fois 3 mois. Ils ne donnent pas de nouvelles. Qu'est-ce qui fait que ces femmes-là se sentent étouffées? Il y en a une qui me disait, mais c'est mon oxygène, je ne sais plus quoi faire, je vais mourir chaque fois que le téléphone sonne, j'ai l'impression que c'est lui, j'arrive plus à vivre sans lui, alors qu'elles sont pourtant débarrassées de ce bourreau pendant un moment. Donc elles devraient pouvoir souffler, se prendre en main, réfléchir, se confier. Or non, elles paniquent, elles ne sont pas bien, elles font des insomnies, elles prennent des médicaments, elles sont dans des états pas possibles et elles se renferment sur elles. À quoi est due cette réaction? Alors sûrement dans le cas dont tu me parles, parce qu'on ne peut pas encore une fois faire de règle générale, surtout que je n'ai pas vu la personne, tout ça, mais ce que je pense de ce que tu me dis, c'est que si elle arrive à un stade où elle est sûrement depuis quelques années avec lui, elle est complètement sous son emprise, parce que c'est une emprise, et elle ne sait plus vivre par elle-même. C'est-à-dire qu'elle dépend, c'est-à-dire que même son humeur, d'ailleurs c'est complètement ça, l'humeur de la personne qui est sous cette emprise va dépendre de son, entre guillemets, son gourou. Tu vois? Donc, s'il n'est pas là, elle a besoin de lui. Elle a besoin de savoir comment il faut qu'elle se comporte. Elle est complètement perturbée. C'est comme un peu, elle dit, mais c'est comme un peu quand on rentre dans une secte. Les gens qui rentrent dans les sectes. Tu te dis, mais il faut qu'ils sortent de là. Ils se font du mal. Comment on fait? Oui, mais ils sont dans la secte, donc pour les raisonner, peut-être que même des fois, au bout d'un moment, on arrive à les raisonner. Mais ils sont attachés, ils sont sous l'emprise, ils n'arrivent plus. Tu vois? Donc elles n'arrivent plus à vivre quotidiennement. Ils sont fragilisés finalement. Voilà, il les a complètement fragilisés. Et très souvent, j'ai remarqué ça, que c'est des femmes qui ont elles-mêmes une capacité de donner de l'amour énorme. Beaucoup plus que la moyenne. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles doivent faire en fait au moment où il y a ce manque, cette personne s'en va et bien, il part pendant plusieurs semaines, elles ne reçoivent pas de coup de fil. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il y a des femmes qui nous écoutent, donc elles ont besoin de savoir, voilà, qu'est-ce que je fais? Il n'est pas là, il ne m'a pas appelé depuis 3 jours ou depuis 1 mois, je n'arrive plus à respirer sans lui, je guette le téléphone tout le temps, je suis perturbée, je ne m'occupe même plus de mes enfants qui m'appellent, que je ne calcule plus. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, déjà, bon, encore une fois, là, si ça se passe comme ça, c'est que lui, il sait très bien l'emprise qu'il a sur elle. Il en est très conscient et il joue avec. Et il aime ça. Ça lui donne encore une fois, j'existe. Tu vois? Si l'autre, elle est complètement perturbée, il adore. Lui, c'est ça son essence. Donc maintenant, elle, ce qu'elle a à faire, la meilleure chose à faire d'abord, c'est de comprendre que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si à ce point-là, elle est dépendante de quelqu'un, c'est que ça ne va pas. Ce n'est pas sain pour elle. Maintenant, pour s'en sortir seule, c'est très difficile. Tu m'as dit que le témoignage que tu as reçu, là, qui va passer bientôt Bezrat Hachem, c'est une femme qui a pris la décision, qui a dit « ça y est, j'en peux plus, j'arrête ». C'est très louable. Et je lui dis « colle à cavote » parce que ça n'arrive pas beaucoup. Parce qu'il faut du courage, mais en grande quantité. Oui, il y a un très long chemin pour arriver à cette phrase « je te quitte ». Mais c'est énorme. Mais en attendant… Beaucoup ne sont pas capables de le faire. Donc, non, pourquoi je te dis ça? Parce que dans ce cas-là, il faut qu'elle arrive à se dire ça. Or, dans la situation dans laquelle elle est, on a compris, elle est fragile. Donc, elle doit se faire, à ce moment-là, elle doit se faire ou aider, ou même des gens qu'elle aime et sur qui elle peut compter, comme un peu, je te dirais, c'est une drogue, ça devient le même stade. Qu'est-ce qu'une personne ferait si elle veut arrêter de toucher à des substances qu'il ne faut pas qu'elle touche? Illicite, voilà. Et qu'elle sait que c'est mauvais pour elle, d'accord? Qu'est-ce qu'elle ferait? Elle dirait, viens m'aider, parce que moi, si je m'écoute, je saute dessus.
D'accord? Donc c'est la même chose, presque il faut qu'elle ait quelqu'un avec elle et qu'on la raisonne, on lui parle, enfin bon, il faut qu'elle fasse une thérapie. C'est pas... Extrêmement entourée, oui, mais alors quand le lien a été brisé déjà avec la famille et les amis, qu'est-ce qu'on fait? Donc on part il vaut mieux appeler, consulter. Voilà, il faut se faire aider dans ce cas-là, parce que aussi ce sont des femmes en général qui ne parlent pas, elles ont très honte. D'abord parce qu'il joue très bien la comédie, donc la famille l'adore, ne voit pas le problème, il est très souriant, on ne voit pas le souci, il sait très bien se comporter. Et on ne voit pas forcément le souci, parce que aussi, au bout d'un moment on le voit, parce que comme c'est quelqu'un de très possessif, puisqu'il veut avoir l'emprise, donc il coupe, il lui dit mais tu ne dois pas avoir une relation avec tes parents, avec tes enfants, avec tes frères et sœurs, ainsi de suite, tu restes dans ma bulle. Donc après, au bout d'un moment, la famille commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Mais elle a quand même honte d'en parler, parce qu'elle sent que c'est comme si elle s'était fait avoir, quoi. Et puis elle n'arrive pas à s'en sortir, donc c'est gênant. Les autres lui disent, mais sors de là, je comprends pas, sors. Et elle n'y arrive pas. Donc elle n'a pas envie d'en parler, donc elle est gênée. Donc elle est en fait dans une impasse quelque part émotionnelle, puisque à lui, elle ne doit pas se tourner vers lui. Or, c'est lui qui la maîtrise émotionnellement. Vers sa famille, elle ne peut pas se tourner, puisque sa famille ne comprenne pas pourquoi à ce point-là, elle n'arrive pas. Donc effectivement, peut-être que quelqu'un de l'extérieur qui peut l'aider et lui donner les forces dont elle a besoin, connaît ce problème et connaît ce syndrome, enfin ce trouble de la personnalité, et peut lui redonner confiance en elle. Et une chose importante, c'est qu'il y a une chose à comprendre dans nos vies, personne ne peut s'aider mieux que nous-mêmes. Donc déjà, c'est une prise de décision. Déjà. Il y a un proverbe ashkénaze qui dit comme ça, je ne suis pas ashkénaze mais j'adore. Il y a un proverbe ashkénaze qui dit, si tu cherches une main pour te secourir, regarde au bout de ton bras. C'est-à-dire que vraiment, bien sûr qu'il faut se faire aider, mais avant de se faire aider, prendre la décision de vouloir s'en sortir. Or, elle cherche souvent un bâton pour se faire frapper. Presque, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que si tu continues, tu cherches un bâton. Bien, fin de la première partie de cette émission. Nous nous retrouvons demain en compagnie de Myriam Ben Simon pour la seconde partie. À très très vite. Thank you.